Tragédie, humiliation, drame et finalement décès. C'est ce qui est arrivé à un homme qui était en direct depuis quelque temps maintenant et qui subissait depuis notamment le mois d'août des sévices absolument terribles. À travers cette vidéo, je reviens donc sur la fameuse histoire de JP, qui est également connu sous le nom de Jean Pormanov, et je vais tout vous raconter de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je le dis quand même en tant que disclaimer de cette vidéo. Premièrement, nous sommes sur une vidéo True Crime mais aussi actu. Donc il se peut que je regarde énormément mes notes. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre mon texte ou de vraiment bien le préparer comme je le fais d'habitude avec le prompteur, etc. Et deuxième chose, il n'y aura aucun élément visuel vidéo dans cette affaire par respect pour la victime, ses proches et aussi tout simplement parce que je ne veux pas le faire. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ça. Et sans plus tarder, on va commencer avec les contextes, les faits de cette affaire en cours et ensuite je vous parlerai de Jean, qui il était, de tout ce qui s'est passé. Donc c'est parti, accrochez-vous, franchement c'est extrêmement perturbant, grave, tout ce qui s'est déroulé sous les yeux de tous. Moi personnellement je ne le connaissais pas du tout, j'ai découvert ça avec ce qui est sorti. Donc voilà, on commence tout de suite. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, un événement macabre s'est déroulé en direct sur une plateforme de streaming. Raphaël Graven, connu en ligne sous le pseudonyme de Jean Pormanov ou simplement JP, a trouvé la mort alors qu'il participait à un live de très longue durée diffusé sur la plateforme Kik. La scène s'est déroulée dans un local loué à Contes, un petit village près de Nice où plusieurs streamers cohabitaient pour produire leur émission quotidienne appelée Le Local. Au cours d'une diffusion marathon entamée depuis presque 300 heures, soit plus de 12 jours de direct ininterrompu, les compagnons du stream ont découvert JP inerte, allongé sur un matelas, recouvert d'une couette, alors même que la caméra tournait encore. Des extraits vidéo glaçants circulaient sur les réseaux sociaux et on voyait donc JP immobile dans son lit, tandis que deux autres hommes partagent la même couette et la même couchette à ses côtés. Sur l'enregistrement, l'un d'eux, identifié par les internautes comme étant Naruto, un des partenaires de stream, lance même une petite bouteille d'eau en plastique en direction de Jean. Alors c'est pas du tout quelque chose qui est inconnu lors de ces streams, vous allez le voir, et il n'y a aucune réaction. Quelques instants plus tard, réalisant que JP ne se réveille pas, les camarades s'agitent. Ils tentent de le secouer, puis l'un d'eux coupe précipitamment la diffusion en direct. Il est environ 11 h du matin quand les secours et les gendarmes interviennent sur place, alertés par ce qui se passe, par l'interruption du live et l'inquiétude générale. Hélas, il est déjà trop tard. Jean Pormanov est déclaré décédé dans son sommeil à 46 ans. Le parquet de Nice a rapidement confirmé le décès, sans toutefois en préciser publiquement l'identité dans un premier temps. On a une enquête qui a été ouverte dès le lendemain pour recherche des causes de la mort, et à ce stade, il n'y a aucune piste qui est écartée, mais les autorités soulignent qu'aucun signe suspect immédiat n'a été relevé sur la scène. Évidemment, une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les raisons exactes du décès et les enquêteurs de la police de Nice procèdent à l'audition des témoins présents et à l'analyse de chaque image de ce live. La mort en direct de JP, retransmise devant des milliers d'internautes impuissants, a suscité une onde de choc sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'affaire prend une ampleur nationale et internationale, j'y reviendrai, parce qu'on a vraiment ce caractère sordide en fait. On a un streamer populaire qui est arrivé à perdre la vie sous l'œil du public et il a subi pendant des mois des violences en direct sans que personne ne dise rien. C'est tout ça qu'on va retracer aujourd'hui, c'est tout ça dont je vais vous parler. Et il y aura mon script, mais il y aura également ce que moi j'ai vu de mon côté. Et il y aura aussi tout ce qui est en train de ressortir au moment où je filme. J'ai déjà appris des choses en préparant mon café. Donc il y aura vraiment pas mal de choses.
Je veux quand même vous présenter JP, Raphaël Gravant. C'est son vrai nom et il est connu sous le nom Jean Pormanov et il était loin d'être un inconnu dans le milieu du streaming français. Âgé de 46 ans, c'est un ancien militaire qui s'est reconverti avec succès en créateur de contenu. Il a bâtissé au fil des années une communauté très massive. Il est né le 26 janvier 1979 à Waupie en Moselle et Raphaël s'est d'abord fait connaître vers 2020 en diffusant des vidéos d'humour et de gaming sur TikTok, Instagram et YouTube. Il proposait des défis loufoques autour de jeux populaires comme GTA V, FIFA, Fortnite, agrémentés d'un ton décalé et d'accès assez facile. Genre on pouvait littéralement s'identifier à lui. Et d'ailleurs j'ai vu des personnalités qui avaient l'habitude de jouer à Fortnite avec lui, qui ont réagi à tout ce qui se passe. Mais comme je vous ai dit, je veux vraiment mettre aucun élément vidéo dans cette enquête parce que je veux absolument pas manquer de respect, même si c'est des vidéos où on peut le voir sourire, etc., ou des vidéos qui en parlent, je veux vraiment pas le faire. JP avait un style exubérant, il avait des accès de colère filmés en direct, par voix provoquée pour le contenu, et ça l'a rapidement distingué en fait des autres streamers. Sur TikTok, il réunit plus d'un demi-million d'abonnés en quelques années, et sur Twitch, il en a 669 000. Et il a plus de 35 millions de vues, si je dis pas de bêtises. J'ai noté 30, mais il me semble que c'est 35 de ce que j'ai lu tout à l'heure. Sur YouTube, il approchait les 200 000 abonnés et sur Instagram, il dépassait les 130 000. Donc en tout, il cumulait plus d'1 million d'abonnés, tous réseaux confondus, et ça en faisait un des streamers français les plus en vogue de sa génération. Sa personnalité en ligne, elle oscillait entre humour et provocation assumée. Il était connu pour relever des challenges extravagants, il n'hésitait pas par exemple à prendre des douches de peinture en direct, à mettre en scène sa colère face à ses amis pour divertir le public, et ce tempérament explosif, parfois poussé à l'excès, a fait de lui une figure à la fois admirée mais critiquée. Il y a beaucoup de gens qui disaient que son énergie et son côté imprévisible c'était incroyable, et il y en a d'autres qui dénonçaient déjà des dérapages calculés et un contenu jugé trash uniquement pour faire de l'audience. Mais à ce moment, JP ou Raphaël sont bloqués avec ça. En fait, on n'arrivait pas trop à tout savoir parce qu'au tout début, il se plaisait à brouiller la frontière entre réel et mise en scène et il n'hésitait pas à se montrer grossier ou colérique à l'écran. Ces excès lui ont même valu quelques suspensions de Twitch pour non-respect des règles de la plateforme et c'est des choses qui sont quand même beaucoup ressorties. Pour vous montrer à quel point il était quand même en vogue et connu, alors moi comme je vous le dis, je ne le connaissais absolument pas, mais il a été invité à plein d'événements comme la Paris Games Week en 2022 aux côtés d'autres créateurs de contenu. Malgré ce succès, c'est sur la nouvelle plateforme, Kick, que JP a trouvé un terrain d'expression le plus extrême et le plus dangereux. En fait, il y a une liberté offerte par ce concurrent de Twitch, parce que Twitch est vraiment... ils sont très, ils sont très sécurité et ils sont très règlement. Mais qui sont beaucoup plus laxistes. C'est une plateforme qui a été lancée il n'y a pas très longtemps que ça. Et en 2023, on a donc cette émission, le local, avec plusieurs acolytes. Donc il adopte un format encore plus festif, interactif et hors norme, et il repoussait sans cesse ses limites. Ce choix a décuplé son audience, mais a aussi marqué un tournant sombre. Son contenu est devenu de plus en plus polémique, et on était sur des défis humiliants, des scènes de violence, et tout ça improvisé en direct. Comme on va le voir, cette dérive spectaculaire, et je mets des guillemets si uniquement on m'écoute, encouragée par une soif d'audience et de dons en ligne, a fini par plonger Jean Pormanov dans un engrenage de maltraitance qui lui sera fatal. Début 2024, l'émission nocturne Le Local, animée par JP et ses compagnons, commence à faire parler d'elle pour de mauvaises raisons. Chaque soir à 21h, la petite bande de streamers de Nice se rassemble devant les caméras pour un show d'un nouveau genre, un spectacle de trash stream, où l'humiliation et la souffrance sont le divertissement. Sous couvert de défis et de jeux, JP devient progressivement la cible favorite de ses propres collègues, recevant en direct des insultes, des gages punitifs, des violences physiques, et deux autres jeunes hommes qui se font appeler Naruto, donc un homme qui s'appelle Owen qui a 23 ans, et Safin, 28 ans, émergent comme les principaux instigateurs de ces sévices.
À leur côté, on retrouve également un autre participant surnommé Koudou, un ami plus effacé que les deux autres, mais j'ai quand même vu sur les réseaux sociaux que lorsqu'il frappait plus fort. L'émission se structure de fait autour de ce quatuor. D'un côté, on a les deux bourreaux, Naruto et Safin, et de l'autre, les souffres-douleurs. JP, qui est présenté comme la première victime, et cette deuxième personne, qui est présentée comme un handicapé mental et placé sous curatelle juridique, qui est donc Koudou. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, je vois plein de messages passer qui disent qu'il faut à tout prix sortir Koudou de là avant que ce soit trop tard également pour lui. Ce dernier, tout comme Jean, est régulièrement tourné en ridicule, malmené physiquement, et il sert de bouc émissaire pour amuser la galerie. Les concepts de leur stream choquent par la vulgarité et la cruauté assumée. On a des parodies de jeux télévisés ou des concours, comme des chiffres et des illettrés, question pour un Golemon, ou encore bataille de Kotoreps, en référence moqueuse aux personnes en situation de handicap. Donc le principe des séquences est toujours le même, exposer les faiblesses, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou psychologiques, d'un participant vulnérable, sous les rires des autres. Les perdants des jeux, ils ont des punitions en direct devant des spectateurs qui en rigolent. Jean est devenu vedette malgré lui de ce business de maltraitance et on le voit se faire asperger d'eau glacée, couvrir de peinture, menotter, attaché sur une chaise, roué de coups par ses amis pour un oui ou pour un non. Et à plusieurs reprises, on voit des images où on voit Naruto et Safin en train de frapper JP violemment, des tentatives de strangulation prolongée, on voit qu'il perd son souffle, et le tout est exécuté sous couvert de blagues ou de consentement mutuel, mais les limites sont franchies très rapidement. D'ailleurs, je le précise ici aussi, mais j'ai vu une vidéo où on voit Naruto et Safin en train de filmer un moment où ils font dire à JP que même si les blagues vont trop loin et que JP clame, et ce sont ses mots, ils ne sont pas responsables, et JP le dit. Cette escalade de la violence n'est pas gratuite. On est vraiment dans un grand système de récompenses financières tiré de l'audience. En fait, la communauté de fans, de plus en plus nombreuse, est encouragée à faire des dons payants pendant le live. Chaque don permet d'afficher un message ou de déclencher une alerte sonore. Et les streamers du local exploitent cette fonctionnalité en incitant le public à participer au sévice. Par exemple, en pleine nuit, un spectateur peut payer pour envoyer un message vocal strident via les enceintes dans le but de réveiller brutalement l'un des participants endormis. On pouvait lire, le but du jeu, c'est qu'il s'amuse à nous réveiller pendant la nuit. C'est ce qu'avait dit Gwen, le frère de Naruto, pour décrire tout ça. Chaque interruption de sommeil, chaque sursaut de peur ou de douleur d'une victime devient un moment de spectacle en fait, et une source de revenus. On comprend donc que JP est pris dans un engrenage. Plus il accepte de souffrir et d'être abaissé en direct, plus l'audience monte en flèche et plus l'argent afflue avec les dons. Pendant plusieurs mois, ces streams cruels attirent chaque soir des milliers de curieux sur Kick, fascinés ou atterrés par ce déferlement de violence. La chaîne sur Kick de JP, support principal du local, connaît un succès qui accumule près de 200 000 followers. C'est un succès morbide qui se bâtit au détriment de la dignité de Jean et de son camarade vulnérable, transformé en souffre-douleur. Rien ne semble freiner l'escalade, ni les appels indignés de certains internautes, ni les règles théoriquement énoncées par Kick, qui interdit sur le papier des contenus incitant à la violence ou des choses odieuses. Chaque soir apporte son lot d'abus, plus extrêmes, comme si la bande cherchait constamment à repousser plus loin le curseur pour satisfaire le public. Automne 2024, les dérives de Le Local commencent à sortir de l'ombre du seul cercle de spectateurs en ligne. Des internautes indignés signalent les contenus, jugés inacceptables. Et c'est finalement la presse qui sonne l'alarme. Décembre 2024, Mediapart publie une enquête retentissante qui révèle au grand jour la nature abusive et lucrative de ces streams. L'enquête s'appelle « Bataille de Kotoreps, des humiliations et violences en direct pour des cartons d'audience ». C'est un reportage fait par Mediapart qui parle de ce business de maltraitance organisé sur Kick où on a ces jeunes influenceurs qui infligent chaque soir des humiliations physiques et psychologique. JP y est clairement identifié comme l'une des victimes principales de ce système. Les auteurs de l'enquête soulignent l'apparente passivité des autorités et des plateformes. Malgré le caractère public et quotidien des vidéos, rien n'a été fait jusque-là pour y mettre fin. La publication de cette enquête, elle agit comme un électrochoc. Elle pousse les autorités françaises à réagir, du moins en apparence.
Décembre 2024, le parquet de Nice ouvre une enquête préliminaire pour faire la lumière sur ces violences diffusées en direct. Les faits visés sont graves, je cite, violences volontaires en réunion sur des personnes vulnérables, diffusion d'images d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne, entre autres des chefs d'accusation possibles. Janvier 2025, l'enquête se concrétise par l'interpellation des deux principaux mis en cause, Naruto et Safin. Les deux jeunes hommes sont placés en garde à vue et auditionnés par la police judiciaire de Nice. D'après le parquet, il s'agit d'examiner leur rôle dans la production de ces vidéos, mais aussi d'éventuelles infractions, comme la provocation à la haine, avec les séquences qui comportent des insultes dégradantes. Et à ce moment-là, en fait, beaucoup espèrent que la machine judiciaire va enfin mettre un coup d'arrêt à le local. La pression médiatique est forte, comment tolérer plus longtemps que de telles scènes de cruauté continuent librement? Et pourtant, les suites données déçoivent tout le monde. Naruto et Safin ressortent libres de leur garde à vue, pas de mise en examen, et l'enquête préliminaire, elle était en cours, mais aucune inculpation ferme n'était prononcée, faute peut-être d'éléments suffisants alors que tout était disponible, donc c'est bizarre. Du côté de la plateforme Kik, on a eu une réaction très timide. La chaîne JP a été suspendue suite au scandale. Cependant, la suspension elle dure pas, et au bout de quelques semaines, le local reprend ses diffusions comme si de rien n'était. Aucun changement n'est observé, JP est devant la caméra, les humiliations publiques reprennent, et tout ça recommence dès le printemps 2025, sous le regard présent de Naruto, Safin et de l'audience qui grandit. Pourquoi une telle inertie des pouvoirs publics? Mediapart dit qu'à l'époque, la ministre déléguée au numérique a été interrogée sur ces violences et elle était restée silencieuse. Elle n'avait pas donné suite aux interpellations. L'affaire semblait être tombée dans un vide juridique ou du moins n'avait pas été traitée comme une urgence alors que ça aurait dû être le cas. Ni l'enquête policière ouverte, ni les signaux d'alarme médiatiques n'ont empêché le local de continuer les activités. Cette absence d'action immédiate a été vivement critiquée aujourd'hui à la lumière du drame qui est survenu. Et en attendant, pour JP, l'engrenage infernal se poursuit pendant la première moitié de 2025. Il est toujours plus impliqué dans ses vidéos toxiques. Il s'enfonce dans un rôle de martyr volontaire, peut-être piégé par l'attention et les revenus, ou par la pression psychologique de son entourage. Cet été, durant l'été 2025, le local organise le projet le plus ambitieux et le plus démentiel. Un marathon de stream en continu de plus de 10 jours, 24 heures sur 24, avec tous les membres de l'équipe confinés dans le local. Présenté à l'audience comme un défi hors norme, cet événement voit JP enchaîner 10 jours et 10 nuits de live sans repos sous l'œil des caméras. Le but est de tenir le plus longtemps possible tout en multipliant les défis dans l'espoir de faire exploser les compteurs de vues et de dons. Hélas, ça devait être un coup d'éclat et ça a tourné au calvaire absolu pour cet homme de 46 ans. Dès les premières journées du marathon, les témoignages des spectateurs décrivent un enfer en direct. JP subit ce que plusieurs internautes qualifient respectivement de 10 jours et de nuits de torture. Les séquences qui refont surface que j'ai pu voir témoignent de violences extrêmes. On le voit forcer d'ingurgiter des substances non identifiées. Il y en a qui parlent de produits toxiques. On le voit se faire frapper à répétition, asperger de liquide en tout genre et même être privé de sommeil de manière prolongée. Les deux compères, Naruto et Safin, redoublent d'idées cruelles pour maintenir le niveau de spectacle. Ils l'attachent pendant qu'il tente de dormir, le réveillent avec des bruits assourdissants, le force à avaler des mélanges répugnants, à encaisser des chocs physiques extrêmes. Jour après jour, la fatigue de Jean s'accumule et son corps le montre. Bleu, égratignure, cernes marquées par le manque de sommeil, voix affaiblie. Sur certaines vidéos, il semble désorienté et à bout, mais il continue malgré tout, sans doute poussé par un mélange de défis personnels, de pression et d'obligation, à continuer. Le 12e jour du live est malheureusement fatal. Le 17 août 2025 au soir, JP apparaît extrêmement affaibli. Pourtant, rien n'arrête encore la diffusion. Dans la nuit, on le voit épuisé, il s'endort finalement dans le lit commun où les streamers se reposent à tour de rôle. Les caméras filment toujours, on voit un éclairage faible et on voit la silhouette de JP, allongée sous la couverture. Et pendant un long moment, il ne bouge plus du tout. Certains spectateurs fixent l'écran et sur le serveur Discord du stream, ils disent qu'il y a quelque chose d'étrange, qu'il est dans une position très chelou, il y a quelqu'un qui s'inquiète.
D'autres se demandent s'il fait pas un malaise. Et progressivement, l'inquiétude monte par rapport aux personnes qui suivent la scène en direct. Je tiens à préciser que quelques heures avant que son décès arrive, il avait dit qu'il fallait appeler l'hôpital, on pouvait l'entendre. J'ai aussi vu que la police était venue parce qu'il l'avait mis dans un coffre. J'ai aussi vu qu'il y avait un message laissé à sa mère où il disait qu'il avait l'impression d'être séquestré et que sa mère disait que ça se voyait qu'il n'était pas bien. Ce message a été lu en live et tout le monde en rigolait. Franchement, c'est catastrophique. Dans la chambre filmée, Naruto et Safin dorment ou somnolent encore à côté de Jean, visiblement inconscients du drame qui est en train de se jouer. Et ce sont finalement les alertes sonores des dons qui vont les tirer de leur sommeil. Alertés par les spectateurs via des messages vocaux signalant que quelque chose ne va pas avec JP, Naruto se lève enfin pour vérifier son ami. Il tente un geste banal, il saisit une bouteille d'eau à proximité et la lance en direction de Jean. Je dis que c'est banal parce que c'est ce qu'il vivait tout le temps, espérant le faire réagir, et il n'y a pas de mouvement. Le jeune homme, Naruto, s'approche, il le secoue, et là, c'est la panique. Il est inconscient, son corps est flasque, il n'y a aucun signe de réveil. On entend l'un des streamers crier « JP, JP », et il est environ 10h50, le lundi 18 août, lorsque la décision fatidique est de couper le live en plein direct. D'un clic, l'écran du stream devient noir et on voit les milliers de spectateurs dans leur angoisse. Que s'est-il passé? Ils sont privés d'images et ils apprennent un peu plus tard la nouvelle. JP est mort pendant son sommeil au cours du live. Les gendarmes arrivent sur les lieux et ils ont constaté le décès de l'homme de 46 ans sans qu'on en connaisse encore la cause exacte. Et le marathon qui devait consacrer JP comme un roi du streaming extrême s'est mué en tragédie absolue, diffusée sous les yeux d'un public. Au lendemain du drame, l'enquête judiciaire s'attache à reconstituer précisément les circonstances de la mort et à déterminer les responsabilités potentielles. Aucune cause officielle n'a été là. Seul un examen médico-légal approfondi pourra dire si la mort résulte d'un problème de santé, crise cardiaque, épuisement, d'un traumatisme subi durant les sévices ou de l'absorption d'une substance nocive. L'autopsie a été ordonnée et a pour objectif de lever toutes les certitudes. En parallèle, les enquêteurs analysent de nombreuses heures de vidéos enregistrées durant les lives à la recherche d'indices sur ce qui a pu conduire à ce dénouement fatal. Dans les premières analyses, des éléments troublants émergent. Plusieurs séquences du marathon montrent JP soumis à des actes dangereux. Dans une vidéo datée de l'avant-dernière nuit, on le voit forcé par Naruto et Safin à boire une mixture non identifiée qui pourrait être toxique. Sur une autre, il encaisse des jets de peinture, des liquides en plein visage et il suffoque pendant quelques instants. À de nombreuses reprises, comme je vous l'ai dit, il est privé de sommeil ou il se fait réveiller brutalement et c'est un stress prolongé qui a pu lourdement affaiblir son organisme. On voit aussi d'après les témoignages que Jean se plaignait hors caméra de douleurs à la poitrine, d'étourdissement lors de ces derniers jours, des signaux qui n'ont pas été pris au sérieux. Et l'enquête devra établir si ces symptômes étaient annonciateurs d'un malaise fatal et les autres participants voir s'ils ont fait preuve de négligence. Du côté des principaux concernés, les langues commencent à se délier, offrant des versions contradictoires. Owen, Naruto, via son avocat, réfute fermement toute intention malveillante ou responsabilité directe dans la mort de son ami. Il dit que toutes les scènes de violence étaient scénarisées à l'avance dans un esprit de divertissement. Toutes ces scènes ne seraient que des mises en scène issues d'un script entre Naruto et le défunt. C'est ce qu'a dit l'avocat. Il disait d'ailleurs que Jean était son meilleur ami. Selon cette thèse, JP était donc consentant et co-auteur du concept, il aurait joué un rôle, celui de la victime. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on appelle l'hôpital et pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on se sente mal? Gwen, le frère de Naruto qui participait à ça, a d'ailleurs dit, je cite, « On faisait des conneries, c'était notre fonds de commerce. Dès que l'un faisait une erreur, il avait une sanction, on se tirait dessus au paintball, on se jetait de l'eau. Voilà, ça restait dans le cadre du divertissement et du streaming. » Pour eux, si Jean est mort, c'est une tragique fatalité indépendante des mises en scène. Cette version des faits peine cependant à convaincre qui que ce soit, d'abord parce que les images parlent d'elles-mêmes, même s'il y a une part de show, la douleur infligée à Jean à l'écran avait l'air bel et bien réelle, les scènes de strangulation prolongée, les coups, les humiliations quotidiennes, tout ça, ça peut pas être réduit simplement à des gags sans conséquence. Le fait que Naruto et Safin aient exploité et brutalisé un individu dans la situation de Kudo également, ça jette un sérieux doute sur leur défense de fiction entre amis consentants, vu que je vous rappelle qu'il était placé sous curatelle, la deuxième victime.
Pour l'heure, les investigations se poursuivent. La brigade de recherche de Nice est sur le coup et de nombreux témoins sont auditionnés. Safin et Naruto, Gwen et d'autres proches du groupe le local. Des experts de l'Arcom, donc le régulateur des médias en ligne, ont également été saisis pour analyser le contenu de Kik et les manquements de modération éventuels. Ça permettra de déterminer spécifiquement si JP est décédé d'épuisement, d'un accident ou d'un empoisonnement. Et évidemment, au moment où je vous parle, les enquêtes sont en cours, mais je vous tiendrai au courant, soit dans une vidéo mise à jour, soit dans un message sur l'onglet communauté. Il est effectivement important de noter qu'au moment de ce script, fin août 2025, le 20 août, aucun procès pénal n'a encore eu lieu. L'affaire n'est qu'à ses débuts sur le plan judiciaire, on a une enquête en cours, d'éventuelles mises en examen à venir, mais plusieurs procédures et décisions ont déjà jalonné le dossier et des responsabilités commencent à être pointées du doigt. Comme je vous l'ai dit, l'affaire de décembre 2024, cette enquête qui visait les violences volontaires, qui avait déjà conduit à la garde à vue de Naruto et de Safin, et il est probable qu'avec le décès de JP, cette enquête initiale soit élargie ou requalifiée. Les chefs d'accusation pourraient évoluer pour inclure par exemple des faits d'homicide involontaire. Au moment où je vous parle, aucun procès n'est donc encore programmé, mais on peut anticiper ce cas si l'affaire donne lieu à des poursuites. Ces infractions seraient lourdement sanctionnées par le code pénal français. Par exemple, des violences volontaires peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende, les peines théoriques maximales. On a aussi l'éventuel usage d'un tiers vulnérable, donc la personne handicapée. Pour générer du contenu, eh bien, c'est également un délit. Un autre volet pourrait aussi concerner Kik. Kik, en tant qu'hébergeur de tout ce qui s'est passé, pourrait être mis en cause si l'enquête démontre une défaillance manifeste dans le système. C'est vrai qu'on est quand même sur l'apologie de la haine, violence gratuite, et ça peut être sanctionné. S'il est établi que Kik a été alerté mais n'a pas pris de mesures adéquates, le régulateur Arcom pourrait prononcer des mises en demeure, amendes ou peut-être même la fermeture de la plateforme. Un dernier point mérite d'être souligné sur le plan judiciaire avant de passer aux réactions. L'affaire JP pourrait faire évoluer la législation ou au moins son application. J'allais dire fait divers, mais ce drame a mis en lumière quelque chose dans la régulation d'Internet. Des individus ont pu impunément organiser un spectacle de torture pendant des mois sous le nez des autorités, d'autres influenceurs, malgré les signalements. Et la question de la qualification pénale exacte de ce type d'activité, violence volontaire, participation à un S ou autre, c'est complexe. Il n'y a pas de jurisprudence solide pour ces cas qui mêlent violence volontaire de la victime, monétisation par le public, et pourtant ça devrait être le cas. Donc j'espère que les voix s'élèvent et que les voix continueront de s'élever pour réclamer un procès exemplaire et surtout des choses pour la suite. Je cite, « Quiconque a participé à cette affaire mérite de lourdes conséquences ». L'affaire JP a immédiatement suscité une vague d'indignation et de stupeur en France, bien au-delà du cercle habituel de la plateforme Kik. Dès l'annonce du décès, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions horrifiées. Des internautes expriment leur choc en découvrant l'ampleur des abus qu'ils subissaient. On pouvait lire « C'est abominable que personne n'ait arrêté ça plus tôt. Comment a-t-on pu regarder ça comme divertissement ?» On a aussi le hashtag Jean Pormanov qui est en haut de toutes les tendances. Et on a été vraiment choqué en fait de ce que la plateforme a pu laisser transparaître. On pouvait lire plateforme de voyous, Wild West du streaming. Et il y en a qui disent que c'est peut-être un concurrent à Twitch, mais que Twitch est peut-être également trop dans la censure, entre guillemets. Moi, je suis pas d'accord. Cependant, Twitch aurait tellement empêché ça. Même s'il y a déjà eu tellement de problèmes aussi sur cette plateforme. On en a déjà parlé. Je vous avais parlé d'une histoire qui s'était passée en Russie. C'était quand même choquant. Fait notable, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi d'international, l'affaire dépasse la France. Dans le milieu international du streaming, on en parle, en particulier parce que Kik est une plateforme à audience mondiale et des créateurs de contenu anglophones en ont parlé, notamment le streamer américain Adin Ross, l'une des têtes d'affiche de Kik, qui a dit « This is horrible and disgusting. Whoever was part of this deserves to face severe consequences. » Donc en gros, il a dit que c'est horrible et dégueulasse et que quiconque a été lié à ça mérite d'horribles conséquences. Mais c'est pas tout. Adil, avec l'accord du rappeur canadien Drake, ont décidé ensemble
de prendre en charge les frais de funérailles de Jean. On pouvait lire, cela ne ramènera pas sa vie, mais c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Nos prières vont à sa famille. Et je trouve que c'est quelque chose qui effectivement est très beau, même si ça n'aurait jamais dû arriver. L'histoire de Jean Pormanov est de celle qui laisse un goût amer et de nombreuses questions. Comment un homme a-t-il pu, aux yeux de tous, être humilié et brutalisé pendant des mois sans que personne n'intervienne à temps? Où se situe la frontière entre le consentement et ce qu'il a vécu? Quelle est la part de responsabilité de chaque acteur, les bourreaux, les victimes elles-mêmes, les spectateurs, la plateforme? J'espère qu'on aura les réponses à toutes ces questions. Dans l'immédiat, l'affaire est très suivie, elle est toujours en cours, mais je voulais quand même vous apporter des éclaircissements pour celles et ceux qui n'avaient pas compris, donc j'espère que cette vidéo a pu aider. J'envoie évidemment tout mon soutien à la famille, aux proches et à toute personne qui est liée de loin ou de près à JP. Et j'espère sincèrement que justice sera faite. Si la vidéo vous a intrigué, intéressé, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Donnez-moi votre avis. Dites-moi s'il y a eu des news depuis ce script et je ferai peut-être une partie 2 ou je sais pas, quelque chose sur Instagram. En attendant, je vous dis de prendre très grand soin de vous, de faire attention au contenu que vous consommez. Et je vous laisse là, je vous embrasse. À très vite dans une nouvelle vidéo.